Bonjour Mohamed Kaki, merci d'avoir accepté de démarrer cette première émission mensuelle intitulée Univers Kaki. Vous avez au cours de votre expertise de vie fait tant de choses que nous aimerions les partager avec nos auditeurs et auditrices de Radio Axe. Votre parcours est si riche qu'il mérite d'être connu. Donc aujourd'hui, pour cette première émission, vous nous proposez de partir d'une question: la culture dans les quartiers populaires peut-elle nous transformer ? Vous avez exploré plusieurs univers, la sociologie, l'écriture, le théâtre, le judo, la politique, le monde associatif. Vous avez été tour à tour couvreur dans le bâtiment, animateur, éducateur, directeur de centre social, DGA dans une collectivité territoriale. Vous avez créé de nombreux collectifs pour la reconnaissance des crimes coloniaux. Vous êtes à l'origine de la création du boulevard du 17 octobre 1961, ainsi que la rue et le groupe scolaire Abdelmalek Sayad, du nom d'un grand sociologue algérien qui a travaillé avec Pierre Bourdieu dans les années 60. Mohamed Kaki, vous êtes infatigable. Certains vous qualifient même de véritable lion du désert. Alors Mohamed Kaki, j'aimerais vous poser une question simple avant de démarrer notre thème. Mais d'où vient cette énergie, cette détermination que vous avez ? Je rappelle que vous avez grandi à Sartrouville. Alors, chers auditeurs, auditrices de Radio Axe, bienvenue pour cette première dans l'univers de Mohamed Kaki. C'est à vous, Mohamed Kaki. Bonjour et merci pour votre invitation et vraiment je suis très heureux d'être ici. Alors écoutez, voilà, vous avez énuméré beaucoup de choses dans mon parcours. Moi, je vous dirais simplement, pour répondre à votre question, écoutez que, en fin de compte, c'est la conscience qui fait que on se réveille un jour et on se dit les déterminations auxquelles nous sommes assujettis, eh bien, peuvent être combattues et que notre destin peut changer véritablement. Alors, je reprendrai maintenant ma question, puisque moi j'aime bien les questions comme dans les sciences sociales. Au fond, la culture dans les quartiers populaires peut-elle nous transformer ? Je répondrai oui, sous certaines conditions. Je crois que toute l'histoire du mouvement d'éducation populaire qui démarre dans les tranchées, dans la guerre, la première guerre mondiale, 14-18, où il y a eu une rencontre entre les ouvriers et les intellectuels. C'est à ce moment-là qu'il y a une véritable prise de conscience, et c'est à ce moment-là que un grand projet en France a démarré, notamment avec les maisons de la culture, les MJC et tout un tas d'organismes en France après la guerre qui ont démarré parce que cette rencontre entre les intellectuels et les ouvriers a été importante. Ils se sont dit après cette fraternité, après cette rencontre, cette belle rencontre qui est que les intellectuels ont perçu la vie des ouvriers qui était difficile, par exemple cette soif de connaissance et de savoir. En fait, les uns et les autres ont appris des uns et des autres. Et donc, c'est comme ça que toute l'histoire du mouvement de l'éducation populaire en France, j'indiquerai tout simplement un ouvrage qui est très important, qui a été important pour moi en tout cas, qui s'appelle « Histoire du mouvement d'éducation populaire » de Benigno Cáceres, qui est au Seuil, qui est une véritable référence qu'il faut absolument lire, où il explique non seulement l'histoire, mais en plus la détermination. Donc voilà tout ça pour dire que c'est une longue histoire qui prend sa source dans des rencontres en fin de compte. Ensuite, il y a eu 1945, le CNR, le Conseil de la Résistance et national, et qui a permis ensuite beaucoup de
d'avancées sociales et toutes ces avancées sociales, toutes ces conquêtes sociales ne sont pas tombées du ciel. Ce sont les ouvriers, ce sont les gens des catégories populaires, comme on dit aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit quartier populaire. Mais populaire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qu'on appelle populaire aujourd'hui, c'était les ouvriers d'avant, qu'on ne qualifie plus aujourd'hui d'ouvriers parce que pour certains ça fait ringard, pour d'autres voilà, ça n'est pas bien. Alors donc il y a eu ce mot populaire en fait qui vient du mot peuple, etc. J'en prends acte, mais nous l'utilisons tous, mais en fait en réalité c'était pour éviter ce qu'on appelait avant la classe ouvrière ou les prolétaires en fin de compte, pour reprendre un terme encore plus ancien, et la bourgeoisie en face. Et donc, pour revenir à cette question de l'importance du savoir, le savoir est une arme de pouvoir. Et c'est une arme de défense massive pour les gens modestes, parce que, quand on apprend des choses, on est moins naïf et surtout, on arrive à mieux se défendre. Voilà, toute l'histoire de la classe ouvrière, ça a été d'apprendre des choses et de transformer les choses. Voilà. Alors moi, je peux vous dire, dans mon expérience personnelle, c'est que la lecture m'a transformé. Un des premiers livres que j'ai lu, et d'ailleurs ici à Sartrouville, grâce à la bibliothèque La Marinière, qu'on appelle, il y avait un monsieur à l'époque qui s'appelait Pierre, qui est à la retraite aujourd'hui, qui était comment dire, bibliothécaire tout simplement. Et pour faire très court, un jour je me baladais par là-bas, je rôdais autour de cette bibliothèque, et ce monsieur m'a ouvert la porte, et j'avais 16 ans, et il m'a mis dans les mains un livre qui s'appelle Djamilia. Djamilia, c'est un roman d'un auteur qui s'appelle Chingiz Aitmatov, que je conseille à vos auditeurs, qui existent encore à la Marinière, mais ailleurs aussi, et qui a été préfacé d'un grand auteur aussi qui s'appelle Louis Aragon, et qui l'a qualifié la plus belle histoire d'amour du monde. Et c'était d'une beauté pas possible, puisque ça raconte l'histoire de chevaux, l'histoire de chevauchés dans la Kirghizie. La Kirghizie, c'est une contrée lointaine à l'époque dans la République soviétique, donc ce qu'on appelait l'URSS à l'époque, qui est aujourd'hui une république autonome. Voilà, c'est proche du Kazakhstan, etc. Eh bien, on part dans ces univers-là, on voit des choses, on voit des images. Tout ça pour dire que la lecture permet des voyages formidables. La lecture permet d'augmenter le vocabulaire. Voilà, les mots font le monde, disait Noam Chomsky, un grand linguiste. Et c'est très important d'avoir les mots. C'est très important de se réapproprier la culture, parce qu'au fond, c'est la bourgeoisie qui a transformé la culture, la culture populaire, par exemple le théâtre. Si on veut parler du théâtre, c'est la bourgeoisie qui a, je dirais, fait une OPA sur la culture populaire, et il a transformé ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre bourgeois. Quand on dit le théâtre bourgeois, c'est un peu certains classiques, etc. Alors moi je ne regarde pas ça avec mépris, au contraire, je dis qu'il faut s'approprier ces classiques, par exemple Molière, tout ça, c'est très important. Mais le théâtre contemporain, c'est aussi important. Donc tout ça pour dire que la culture passe évidemment par plein de choses, par la lecture, bien sûr, c'est quelque chose de très important, et aujourd'hui la lecture elle est accessible. Il y a beaucoup de bibliothèques qui sont ouvertes, qui sont possibles dans toutes les villes quasiment, et moi j'encourage la jeunesse à lire. Alors comment j'ai fait moi pour lire, moi qui n'étais pas un lecteur? Eh bien ça a été un véritable combat.
Et le premier combat, c'est d'abord un combat contre soi-même. Parce que nous discutions tout à l'heure en off sur la question de c'est quoi un combat. Un combat, c'est pas seulement des adversaires en face. Le premier adversaire qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes. C'est-à-dire le fait de se lever le matin et de se fixer des objectifs, de se dire... il y a des choses difficiles dans la vie et pour revenir au quartier populaire, c'est pas facile. Parce que vous avez là, aujourd'hui, j'ai apporté un livre que vos auditeurs peuvent aussi connaître parce que c'est important aujourd'hui de continuer à se battre pour lire. Il s'appelle les chômeurs de Marienthal. Alors, c'est quoi les chômeurs de Marienthal? C'est une étude sociologique qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Paul Lazarsfeld. Et ça s'est fait dans les années 1930. C'est en 1930 précisément, donc juste après la fameuse crise de 29. Et ça s'est fait en Autriche, dans une ville qui s'appelle Marienthal. Alors que s'est-il passé dans cette ville Marienthal en Autriche en 1930? Eh bien tout simplement, c'est qu'il y avait une usine, la seule usine de cette ville qui faisait travailler tout le monde. Et cette usine a fermé. Et du jour au lendemain, des milliers et des milliers d'ouvriers se sont retrouvés au chômage, à ne rien faire, comme on dit. Eh bien, ces sociologues, Paul Lazarsfeld et son équipe, ont fait ce qu'on appelle une immersion ethnographique, c'est-à-dire que ils ont suivi, regardé comment les gens fonctionnaient au quotidien, comment ils se sont transformés. Et ils se sont aperçus, notamment, juste une petite chose très courte, sur qu'est-ce que ça veut dire le temps pour quelqu'un qui est au chômage. Eh bien, le temps se dilue. C'est-à-dire que au fond, ça a une incidence sur le moral. Et le fait que on se lève le matin, mais on ne sait pas pourquoi on se lève, parce qu'on n'a pas d'objectif d'aller travailler. Et donc on s'aperçoit que le travail, c'est une identité de l'être humain. Le travail, c'est ce qui constitue. D'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est très difficile de dire je ne fais rien, parce que c'est pas valorisant. Alors aux États-Unis, c'est encore pire, parce que là-bas, ils vous disent combien tu vaux. C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est combien tu vaux. C'est-à-dire que peu importe le travail que tu fais, c'est la paye. C'est en gros, tu pèses combien, quoi. Et si tu pèses rien, t'es mal barré. Et en France, on dit, c'est un peu un côté un peu de prestige. C'est le diplôme. Évidemment, quelqu'un qui est ultra diplômé, on va dire, oh là là, c'est la classe, quoi, comme on dit. Comme si ces valeurs humaines disparaissaient. Je veux dire, on peut être diplômé et avoir beaucoup de savoir et être le roi des imbéciles. Accumuler de l'instruction, ça veut rien dire. Il y a aussi le savoir du cœur, le savoir de l'intelligence. Elle est le produit d'interactions, de rencontres, évidemment, évidemment qu'il faut lire. J'encourage tout le monde à lire. Mais moi, ce qui a fait que je pense que les moments où je me suis senti enrichi, c'est les rencontres. C'est les diverses rencontres. C'est ce bibliothécaire dont je parlais tout à l'heure, où effectivement, où je me suis confronté à moi-même. Il fallait que je lise alors que j'étais pas habitué à lire. Et comment j'ai fait, justement, pour revenir à ça? Eh bien, j'ai commencé la lecture à voix haute, comme ça. Et la lecture à voix haute, justement, toute l'histoire du mouvement d'éducation populaire, elle était au centre. Parce que quand on lit à voix haute,
eh bien, ça prend du sens, on entend les sons, etc. On parlera peut-être tout à l'heure du théâtre, parce que c'est quelque chose d'éminemment important. Donc, pour revenir précisément à cette question, est-ce que la culture nous transforme ? Oui, elle nous transforme, elle nous transforme. Alors, la culture, c'est un mot très très large, donc là, pour le moment, on s'en tient à la lecture, à l'écriture aussi, parce que l'écriture, moi j'ai commencé à écrire tout simplement par nécessité, c'est-à-dire j'ai tenu un journal très simple, un cahier Clairefontaine, un stylo, et tous les jours j'ai commencé à raconter ce que j'avais fait dans la journée. Aujourd'hui, je suis allé à Euromarché, j'ai rencontré Mustapha, Paul, Pierre, etc. Nous avons discuté de ceci, de cela, et voilà, j'ai croisé une telle autre personne qui m'a énervé, une autre qui avait un très beau sourire, et ainsi de suite. J'ai mangé ça, etc. C'est ce que l'on appelle, en fait, sans le savoir, j'étais en train de faire de la description ethnographique, c'est-à-dire qui s'inspire de l'école de Chicago, l'école sociologique de Chicago. Ça, je l'ai su plus tard, un peu comme Jourdain. Hein, donc, mais au départ, j'écrivais par nécessité. Parce que j'avais rencontré un deuxième monsieur à une époque où je passais un diplôme qui s'appelait le DEFA, le diplôme d'État aux fonctions d'animation. Et évidemment, il fallait savoir faire des notes de synthèse, toutes ces horreurs, des résumés, etc., comme les concours, comme etc. À chaque fois, on est confronté à l'écrit. Et alors j'ai commencé un atelier d'écriture. À l'époque, j'avais appris qu'il y avait un atelier d'écriture, donc je suis allé. Et le type me dit, tu sais, Mohamed, c'est simple, si tu veux être à l'aise dans l'écrit, il faut écrire tous les jours. Et je dis, ah bon, et comment ? C'est simple, tu prends un cahier et tu racontes tous les jours ce que tu vois. Et tu verras, ça va se fluidifier très, très simplement. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que dans les milieux bourgeois, aisés, dans les classes supérieures, l'écriture vient naturellement, puisque dès tout petit, on leur raconte des histoires. Et donc ça augmente l'imaginaire. Donc on sait comment raconter une histoire, donc on sait comment écrire. Tout simplement parce qu'on a écouté sa mère ou son père raconter une histoire dès tout petit. Avant même, je dirais que l'enfant naisse parfois. Dans le ventre de sa mère, on lui raconte des histoires. Donc je ne te raconte pas comment après ça se développe. D'ailleurs, il y a un grand sociologue qui s'appelle Bernard Lahire qui a écrit un livre qui s'appelle « Enfance de classe » que je recommande aussi, où il y a des portraits d'enfants de classe sociale modeste, mais aussi dans la bourgeoisie. Il a fait des comparaisons comme ça, et c'est passionnant de voir comment les choses se structurent dès l'enfance, comment la facilité à l'écriture, la facilité à la lecture, eh bien, elle se construit tout petit, avec des choses très simples, des choses de ce qu'on appelle l'implicite. Et c'est ça qui est important. L'implicite de la culture, c'est quoi ? C'est on fait des choses sans le dire. Hein ? C'est-à-dire, quand on lit une histoire à son fils ou sa fille tout petit, on va pas lui dire, voilà, ça va être bon pour ton avenir. On le fait comme ça parce que soi-même, on a eu ça auparavant. Or, et c'est très important, nous, les gens de milieux modestes, des quartiers populaires, de la classe ouvrière, et plus encore de
les Français héritiers de l'immigration coloniale, parce que là encore c'est la double peine, eh bien ce capital-là, ce capital qui est donné à l'enfance, nous ne l'avons pas, ou très rarement. Donc il faut qu'on se débrouille nous-mêmes, par nous-mêmes. Voilà. Alors donc c'est pour ça que souvent il y a un déclic. Il y a un déclic par des rencontres, parce que souvent vous rencontrez des copains, etc. et ils vous disent ah ben non moi j'aime pas lire, etc. En fait c'est derrière j'aime pas lire ou j'aime pas écrire, c'est en fait inconsciemment c'est une violence. En fait c'est je ne suis pas habitué, c'est pas mon truc. Je suis habitué à faire de la boxe, à taper dans le ballon, à ceci, à faire des choses, voilà, que j'ai appris avec mes copains, etc., à droite à gauche. Mais je ne le fais pas. Et donc la question, c'est aujourd'hui, c'est pas il faut lire, c'est comment lire. Parce que souvent on nous donne pas la clé. Souvent, j'ai rencontré des gens qui me disent ah, bah, il faut lire. Ah oui, d'accord, mais si t'es pas habitué, comment tu fais? Et donc, c'est tout ça que le mouvement d'éducation populaire a permis d'avoir des méthodes, ce qu'on appelle les méthodes actives, hein, qui permettent aux individus de travailler. Donc voilà, je suis parti de ce livre Djamilia, hein, la plus belle histoire d'amour du monde, et ça m'a complètement transformé. Ça m'a transformé l'imaginaire, ça m'a transformé, et surtout j'ai appris une chose formidable. À l'époque, j'avais 16 ans, mais qu'en fait on peut voyager tout en restant ici, dans la banlieue parisienne. On n'a pas les moyens de voyager, j'avais pas les moyens moi de partir ni en Kirghizie, ni en Angleterre, qui est juste à côté, mais avec les livres, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut voyager, on peut rentrer dans une histoire qui nous transforme, et ça permet aussi une concentration, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'histoire, hein. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau du monde qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de créer les conditions de production de la réussite au désir de l'écriture. Parce que ça aussi, et le mot est lâché, désir, c'est très important. C'est comment on suscite le désir chez les gens de lire. Et ben c'est par un sourire, tout simplement, des fois. C'est comment on accueille quelqu'un dans une bibliothèque. Vous avez des gens, des fois, vous allez quelque part, ils ont des têtes de déterrés, vous n'avez pas envie de rentrer. Ce sont des véritables tue-désirs. Mais vous rencontrez des belles personnes qui vous sourient, qui vous disent bonjour, bienvenue. Eh bien, pour moi, c'est ça le service public. Voilà, quand on arrive quelque part, par exemple dans cette radio Axe, eh bien, on arrive ici, on trouve un sourire, on trouve des sourires, et ça donne envie de venir, ça donne envie de revenir. Eh bien, c'est ça partout, et je crois que c'est véritablement fondamental. Ensuite, moi je crois que on apprend que petit à petit que tout ça, ça nous transforme et puis ça nous change et puis ça donne envie d'aller encore plus loin. Parce que c'est ça aussi qui est important à dire, c'est que plus on lit et plus on a envie encore de lire. Et c'est ça l'augmentation du capital que les bourgeois ont naturellement. Des tout petits, ils commencent à lire des livres et ils ont une bibliographie après très très importante. Alors voilà un peu cette histoire. Alors il y a une autre rencontre, puisque je suis venu aussi pour vous parler à la fois de ce que vous avez appelé tout à l'heure l'expertise de vie. Je vous remercie. J'aime bien ce mot expertise de vie plutôt que expérience de vie. L'expertise de vie, c'est quoi? C'est que nous, ce qu'on appelle les sans-rien, hein, eh bien, nous avons une expertise de vie aussi. Et souvent, il y a un regard un peu comme ça surplombant
de toutes sortes de gens qui viennent dans les quartiers populaires comme ils viennent dans un zoo. On le voit d'ailleurs en ce moment, ça va être les élections. Alors les gens viennent. C'est bizarre, ils reviennent tous là, tous les partis, etc. Et ils veulent nos voix. Et donc la question c'est, mais pourquoi on leur donnerait notre voix? Ou du moins à qui et dans quelles conditions? Et ça c'est souvent ils oublient une chose, ces dames et ces messieurs, c'est que nous avons une expertise de vie, c'est-à-dire une connaissance fine au sens sociologique, au sens ethnographique de notre quartier, de notre histoire, etc., etc. Et donc, alors, il y a des moments où il y a des belles rencontres qui se font lorsqu'il y a ce qu'on appelle de l'interaction, c'est-à-dire de l'échange. Parce que c'est ça qui enrichit les êtres humains. Parce que et c'est ce qui permet aux gens modestes, c'est les rencontres, c'est l'oxygénation. L'oxygénation, moi, c'est ça qui m'a permis de faire des choses et de construire des choses. Par exemple, en 1984, ça nous rajeunit pas. Ici à Sartrouville, j'avais rencontré une troupe de théâtre qui s'appelait les Scalzacani, donc de la Commedia dell'arte. C'est un théâtre italien, etc. Faut rendre hommage d'ailleurs à celui qui avait fait venir ça. C'était un adjoint au maire à l'époque, et il s'appelle, parce qu'il est toujours vivant, Jean-Marc Loret. Et c'est lui qui avait fait venir cette troupe-là et qui m'avait mis en contact avec eux à l'époque que je faisais de l'animation. Et donc on avait commencé à faire une formation du théâtre en jouant avec les mots, avec avec le corps, etc., du jonglage, les masques, etc., etc. Et c'est une expérience formidable avec les jeunes ici de Sartrouville, mais aussi avec les enfants. Certains d'entre eux sont aujourd'hui des pères et des mères de famille avec qui je communique d'ailleurs. Et ça a été une expérience formidable, à la fois et de transformation, parce que on peut s'exprimer de différentes manières. C'est-à-dire que le corps peut parler, la voix, et puis on peut inventer des choses. Le théâtre, c'est le lieu où on peut dire des choses que l'on peut dire nulle part ailleurs. Et ça, c'est formidable, je trouve. Alors, voilà une de mes premières expériences d'un champ des possibles qui a été une rencontre avec cette troupe. Il y avait un monsieur qui s'appelait Alberto et qui était d'une richesse monumentale. Voilà. Et ensuite, évidemment, ça reste tout ça, parce que c'est un capital. Voilà. J'ai eu ça. Ensuite, et une fois qu'on a le goût de faire, le désir de faire, on a goûté quelque chose de bon qui nous nourrit. Je parlais tout à l'heure de la lecture, là pour le coup c'est le théâtre. Eh bien, on n'a plus envie d'arrêter, on a envie d'aller plus loin. Et donc c'est pour ça que dernièrement, l'année dernière par exemple, alors évidemment j'ai jamais arrêté le théâtre puisque j'ai continué à faire toutes sortes de théâtre, Tchekhov, voilà, et puis du théâtre contemporain. Et exceptionnellement, depuis 2 ans, j'ai démarré un atelier d'écriture théâtrale. Et du coup, je me suis posé une question très simple, c'est est-ce que on est capable de faire les choses par nous-mêmes? C'est une vraie question. Parce que bien souvent, on a, je dirais, des tutelles, sorte des tutelles. On donne toujours notre pouvoir aux autres. Je parlais tout à l'heure de la politique. Alors voilà, il y a des gens qui viennent et ils veulent que vous votiez pour eux, ils veulent vous représenter, etc. Sans aucune garantie pour nous que il ou elle va réellement non seulement nous représenter, mais en plus
va revenir nous voir, parce que bien souvent, une fois qu'ils sont élus, on les revoit plus. Alors, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Et là, c'est pareil dans le domaine de la culture, c'est pareil dans le domaine de l'écriture. Donc, pour faire court, j'ai écrit une pièce de théâtre depuis 2 années où je me suis battu contre moi-même. C'est-à-dire tous les jours, je me suis astreint à 4 heures, 5 heures d'écriture par jour. C'est-à-dire où je recommence inlassablement, feuille par feuille, je raye, je recommence. Parce que écrire, c'est réécrire. Faut jamais oublier. On fait jamais quelque chose du premier jet. Il faut d'abord, évidemment, lancer quelque chose. Et donc, au mois de juin 2021, j'ai clôturé une pièce qui s'appelle 17 octobre 1961, je me souviens. Alors, elle a été bien accueillie par les professionnels, en tout cas ceux qui m'ont suivi. Et ensuite, ça suffit pas. Il fallait pouvoir la jouer, être accueilli quelque part. Et là, c'est une autre pierre de manche, c'est une autre détermination qu'il faut trouver, un autre souffle, une autre énergie. Et finalement, et c'est ça que je pense qu'il est important de dire à nos auditeurs, que il faut rester déterminé lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a un rêve, ne jamais lâcher l'affaire. Jamais, jamais. Parce que c'est comme le sport, c'est comme plein de choses. Au début, c'est dur, on a des courbatures, et après, c'est vachement bien. Et donc, on a pu la jouer. Alors, dans quelques villes, j'ai été accueilli à Stein, j'ai été accueilli à Aubervilliers, à Nanterre, etc. Je dois dire une chose très importante, j'ai été accueilli aussi à Épinay-sur-Seine. Et Épinay-sur-Seine, c'est une ville de droite. Et le maire, là-bas, m'a accueilli très favorablement, je dirais même, il nous a fait le tapis rouge. Parce que il a trouvé que ce projet était très intéressant, parce que cette écriture, il y a à la fois de l'histoire, du drame, mais aussi on peut rire au théâtre. Et s'exprimer par le théâtre, eh bien, c'est déjà mettre à distance les difficultés de la vie. Et nous avons vraiment été accueillis dans tous ces lieux, aussi à Stein, par le maire Asdine Taïbi, que je salue, qui a été vraiment formidable aussi. Et donc, voilà une diversité politique de maires de droite, de gauche, qui ont accueilli ce projet en disant ça sera bien pour notre jeunesse. Et moi, je trouve, c'est là que vraiment, ça a été une expérience qui m'a complètement bouleversé mes propres schémas. Moi qui avais quelques préjugés sur certains en disant peut-être que là, ils m'accueilleront jamais, etc. Ben non. Et donc, ça prouve quand même une chose très importante lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on produit, lorsqu'on est jugé sur ce qu'on fait et pas sur ce qu'on dit. C'est le travail qui est important. Et lorsque le travail devient l'intérêt général, alors oui, eh bien, je crois que il mérite d'être accueilli partout. Et donc cette pièce, eh bien, 17 octobre 1961, je me souviens, a accueilli un public très important où il y avait des débats après la pièce, des gens qui apportaient leurs témoignages de manière intergénérationnelle. Il y avait des anciens, il y avait des jeunes, il y avait des enfants, etc. C'était incroyable comment, en fait, à travers une narration, une histoire, eh bien, on peut raconter une histoire aux gens par rapport à la grande histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire singulière dans la grande histoire. Et là, ça suscite l'intérêt des gens. Ah bah ouais, c'est vrai. Alors qu'il y a des livres, il y a des gros livres. Il y a notre regretté Jean-Luc Einaudi qui a écrit La bataille de Paris. Il y a plein d'autres livres sur l'histoire du 17 octobre 61. Mais en fait, les gens ne lisent pas.
parce que c'est un effort extrêmement important de lire et ça prend du temps, etc., etc. Mais ma grande joie à moi, ça a été les gens qui, à la fin, viennent me voir et me disent « Monsieur Kaki, vous savez, moi je m'intéressais pas à l'histoire à l'époque et tout. Enfin, les gros livres, tout ça, c'est pas pour moi. Mais là, ça m'a donné envie d'aller lire. Et donc, je vais aller lire les livres que vous venez de citer, etc. Je veux aller plus loin. Je veux connaître l'histoire du 17 octobre 61, mais là je dis ça, mais ça peut être complètement autre chose. Je parlais tout à l'heure de notre projet de 2022. Eh bien voilà, je me dis c'est gagné. C'est gagné lorsqu'on suscite le désir, l'envie de lire, l'envie de faire des choses, c'est important. C'est ce que Freud appelle la pulsion de vie. Hein. Il y a la pulsion de mort et la pulsion de vie. Et moi, je véhicule la pulsion de vie parce que il y a rien de plus important que la vie. Hein, on est là, on respire et on fait des choses et on existe dans une ville, dans une région, quel que soit l'endroit. Et il faut que ça se soit entendu, qu'il existe des énergies positives. Hein. Et donc il suffit de donner les moyens aux gens pour qu'ils puissent se réaliser et s'émanciper. Et ça, pour moi, ça a été une très très belle histoire et tous ces témoignages des gens en larmes souvent qui racontent l'histoire du 17 octobre, ça m'a vraiment nourri et encouragé. Je me suis dit on va pas s'arrêter là. Et donc, on arrive en 2022, n'est-ce pas? On est bien en 2022. On est en février 2022. Donc, je me suis dit, il faut continuer cette pièce de théâtre. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer, cher monsieur, chers auditeurs, auditrices, que je viens d'écrire une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle « Révolution algérienne, je me souviens ». Donc en fait, c'est l'histoire de l'indépendance. Et c'est très important d'interroger le mot indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance? Ça peut être... chacun a sa propre définition. Et donc c'est pour ça que c'est important de définir les mots. Hein. Tout à l'heure, je citais Noam Chomsky qui disait les mots font le monde. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on nomme quelque chose, il faut être précis et il faut savoir quelles sont les conséquences des mots qu'on emploie. Hein. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important parce que vous voyez, j'ai relevé une fois une dénomination. Par exemple, les journalistes, quand ils disent à propos des gens qui font la grève dans une usine ou dans un lieu ou les cheminots, je ne sais pas, ils disent il y a de la grogne. Moi, une fois, j'ai interpellé une journaliste en disant non, madame, et ceux qui grognent, ce sont les cochons. Là, vous avez affaire à des êtres humains. C'est pas des cochons. Ils ne grognent pas. Ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie, de salaire. Et donc, ce sont des gens en lutte, en combat. Ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Ils ne grognent pas. Voilà comment on peut disqualifier quelqu'un, un groupe, par des mots. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif aux mots qu'on emploie. Et la lecture, pour revenir à la lecture, comment elle transforme les êtres humains, eh bien, elle offre, et notamment cette belle langue française, elle offre un panorama incroyable de mots, de vocabulaire, de choses, etc., qui nous nourrissent et qui peuvent, là-dedans, on peut faire son marché. Hein, on peut employer plein de mots, mais surtout des mots qui grandissent, des mots qui émancipent, des mots qui redonnent le sourire, des mots qui redonnent du désir de vivre, du désir d'exister.
désir de construire, du désir de faire des belles choses. Et ça me semble vraiment important. Et c'est pour ça que une radio comme la vôtre est très importante pour qu'on puisse y puiser, donner des expériences et des expertises de vie qui donnent aux jeunes, parce que vous savez, ce qui compte, c'est la jeunesse. C'est eux qui vont être la société de demain, et ils font leur vie comme ils l'entendent. Mais si nous, ceux qui ont une expertise de vie, on peut leur faire profiter de là où on est passé, eh ben c'est important. Donc cette nouvelle pièce que j'ai écrite interroge la question du mot indépendance. Alors, c'est l'histoire entre un grand-père et une petite fille, toujours, parce que moi j'aime bien l'intergénérationnel, toujours. Il faut interroger les grands-pères et les grands-mères, parce que ils sont précieux. Ils sont précieux et ils peuvent nous apprendre beaucoup. Et je dis, attention, il faut prendre soin d'eux, il ne faut pas les mépriser parce que certains ont fait des études, alors ils se prennent pour... Non, vous savez, on peut apprendre de quelqu'un qui n'a pas fait d'études, on peut apprendre de quelqu'un qui est analphabète, comme on dit, on peut apprendre parce que il a une expertise de vie, justement. Et cette expertise de vie, elle peut être racontée de manière simple. Parce que c'est ça aussi la culture, le théâtre, l'écriture, ça peut être quelque chose de tout à fait naturel et simple, et on n'a pas besoin de se prendre la tête et de faire compliqué. Simplement il faut travailler. Donc voilà, cette pièce de théâtre raconte l'histoire entre un grand-père et sa petite-fille, et au fond ce grand-père a milité dans son passé pour l'indépendance. Donc il avait un rêve à l'époque, c'était d'être libre, c'était de vivre dans une société libre où on est respecté, on est en égalité, on respire comme tout le monde, on marche comme tout le monde, on marche droit, on lève la tête, on a le droit de sourire, on a le droit de travailler, etc. Et puis de restituer certaines vérités, par exemple. Contrairement à ceux qui disent que la colonisation en Algérie a apporté soi-disant une civilisation. Quand on dit ça, par exemple, il y a des hommes politiques, des femmes politiques qui disent ça en ce moment, avec une férocité incroyable, avec une violence incroyable. Eh bien, ils ont tout faux. Ils ont tout faux parce que les historiens, justement, apportaient tout le contraire. C'est faux. En 1830, en Algérie, il y avait des écoles. Il y avait des gens qui étaient scolarisés. Il y avait des universités. Il y avait des gens qui étaient lettrés, qui pensaient qu'il y avait des arts, il y avait plein de choses. C'était pas une terre comme le disent les dominants. On arrive, il y a rien, et nous on a tout fait. Non, il y avait des gens. Et donc voilà, ça apprend tout ça aussi, que il y avait une culture, il y avait plein de choses qui sont attestées aujourd'hui scientifiquement et historiquement par les sciences sociales et humaines, c'est-à-dire les sociologues, les anthropologues, ont apporté ce que l'on appelle l'administration de la preuve. Donc il suffit de lire pour accéder à ça. Et donc c'est aussi ça qu'on raconte dans cette histoire, cette nouvelle pièce de théâtre, et c'est très important pour ça. Le théâtre apporte une respiration, et c'est pour ça que dans les quartiers populaires, il faut le développer, il faut l'adapter, et il faut, moi je crois, partir, je dirais, de la connaissance, parce que vous avez beaucoup de gens qui montent des projets comme ça, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en allant dans un zoo.
Et je vais là-bas et je vais apporter de la viande au lion. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et il faut une connaissance, il faut faire avec les acteurs qui existent, qui ont une expertise, qui ont une histoire, qui connaissent avec les gens, les habitants. Et justement, cela me permet de vous apporter, de vous parler d'un deuxième ouvrage que j'ai apporté ici pour nourrir le débat et la discussion. C'est un livre de Robert Linhart. Robert Linhart qui s'appelle L'établi. Et ce monsieur, eh bien, il a écrit ce livre en allant... il s'est établi dans une usine à l'époque. Il a regardé comment, dans les années 60, 68, après 68, comment les ouvriers fonctionnaient, comment ça marchait le travail, etc. Donc c'est de l'intérieur qu'on peut comprendre. Il s'agit de comprendre pour mieux agir. Voilà, je pense que cette dimension de la connaissance passe par comprendre. Et pour comprendre, il faut de l'immersion, il faut du temps, il faut faire avec les gens. Et c'est ce que je tente de faire avec le théâtre, avec les ateliers d'écriture que vous avez cités tout à l'heure, mais avec toute mon expertise de vie. Hein. Vous avez parlé aussi d'une chose importante qui a structuré mon regard, c'est le judo. Le judo, on apprend à chuter et on apprend à se relever. Chuter, c'est naturel pour un judoka. C'est la première chose qu'on apprend. Or, dans la vie, dès que quelqu'un trébuche ou chute, on dit « Oh là là, catastrophe, ça y est, il est mort » et tout. Non, pas du tout. Pour nous autres judokas, c'est naturel. Il faut apprendre à se relever. Et donc, c'est ça qui est important aussi dans les quartiers populaires, eh bien les gens font des efforts et souvent chutent et ils se relèvent. Ce qui démontre et montre que les quartiers populaires, il y a des richesses de résilience, de résistance importantes par rapport à la dureté de la vie, comme dirait Robert Castel, qui fait qu'il y a des désaffiliations. Des affiliations du fait de l'absence du travail, le fait qu'on prive les gens du travail. C'est, encore une fois, je reviens à la notion de départ. Hein. Le travail, c'est ce qui nous structure, c'est ce qui fait l'identité des gens. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à combattre pour que chacun obtienne un travail. L'enjeu numéro 1 aujourd'hui de cette élection présidentielle devrait être comment donner du travail à chacun. C'est ça qui est important. C'est pas de stigmatiser ou de rentrer dans la violence xénophobe, raciste, fasciste, comme le font certains, et se laisse. Il faut pas qu'on se laisse imposer ce débat-là. Nous existons dans les quartiers populaires, et j'invite chacun et chacune, je crois qu'il est encore temps d'aller s'inscrire dans les listes électorales pour pouvoir voter. C'est jusqu'au début mars, me semble-t-il, jusqu'au 4 mars, on peut encore s'inscrire, et il faut le faire. Et puis effectivement, votez vous pour qui vous voulez, mais votez, parce que sinon l'abstention, c'est laisser la place aux autres de faire des projets à notre place et souvent contre nous. Et donc c'est pour ça que moi je dirais jamais pour qui voter, parce que chacun, ça appartient à chacun. Chacun vote pour qui il veut, mais votez, parce que c'est important. Mobilisez-vous et surtout informez-vous avant de voter. Chacun a des programmes, a des choses, etc. Et il faut qu'il y ait un débat démocratique. Et tout ça, eh bien, comment on y arrive ? On y arrive par la connaissance, par la culture. C'est-à-dire, par exemple, revoir le contexte, l'histoire de chaque parti, etc. C'est important de connaître qui parle et d'où il parle. Voilà. Donc, écoutez, je suis vraiment heureux d'être venu dans votre radio aujourd'hui.
Nous allons poursuivre ça le mois prochain. Je reviendrai avec plaisir dans cette émission que vous m'avez dédiée. Comment l'avez-vous appelé déjà ? L'univers Kaki. Eh bien, bienvenue dans l'univers de Monsieur Kaki. Écoutez, en tout cas, je continuerai à vous partager mon itinéraire, mais toujours en perspective et en lecture avec d'autres, avec tous mes compagnons avec lesquels j'ai combattu. Et encore une fois, le combat, il faut l'entendre d'abord un combat avec soi, pour soi et souvent contre soi-même, c'est-à-dire avoir cette exigence de se dire qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour améliorer ma vie, pour améliorer je dirais mon environnement, pour améliorer mon quartier, ma ville, etc., pour que les choses soient plus belles demain pour nos enfants, nos petits-enfants. Et je finirai toujours par cette belle phrase de notre sociologue Abdelmalek Sayad: exister, c'est exister politiquement, c'est-à-dire au sens politique du terme, au sens grec du terme, de la vie de la cité. Je vous remercie et à très bientôt. Merci Mohamed Kaki pour cette première émission Univers Kaki. Nous sommes plongés dans l'univers de Monsieur Mohamed Kaki, qui a un parcours vraiment atypique, qui vient des quartiers populaires justement, donc il est très très bien placé pour en parler. Donc nous retrouverons Mohamed Kaki le mois prochain. Donc cette émission sera bien évidemment rediffusée et vous la retrouverez en podcast. Merci à toutes et à tous. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était la culture dans les quartiers populaires peut-elle nous transformer ? Et bien sûr, vous l'avez bien compris, la réponse est bien évidemment oui. La culture est très très importante. N'hésitez pas, comme nous l'a dit Mohamed dans cette émission, ouvrez des livres, ouvrez-vous à la culture, allez au théâtre, sortez, allez voir des spectacles, ouvrez votre univers, plongez dans l'univers de Monsieur Kaki. Voilà, tout simplement. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission avec Mohamed Kaki. Allez, restez à l'écoute de Radio Axe et à bientôt. Ciao.